remercier la ville de Montréal de m'avoir donné l'occasion de présenter donc, cette première conférence. Et donc, on va entendre beaucoup d'applications des données massives dans le reste des présentations et de l'intelligence artificielle. Je voulais juste vous sensibiliser à quelques questions liées à la protection de la vie privée et aussi aux questions éthiques que les données massives soulèvent. Donc je pense qu'on est tous conscients que la promesse principale des données massives, en dehors de l'aspect technique des 5V, c'est qu'on est capable maintenant de réaliser des inférences qu'on n'était pas capable de faire auparavant. Donc si on combine la puissance de calcul, la quantité de données, les avancées en apprentissage machine, on est capable d'aller beaucoup plus loin dans les inférences et on est capable de faire des inférences qu'on ne pouvait pas réaliser auparavant. Un exemple très simple, c'est qu'on est maintenant capable de prendre par exemple les traces de mobilité générées par les comptes rendus d'appel, d'analyser ces traces-là et de l'utiliser par exemple dans le cadre d'un challenge qui s'appelait Data pour développement pour développer des modèles de propagation d'épidémies ou comprendre comment faire de la planification urbaine. Il y a des questions quand même, c'est que ces données sont souvent des données personnelles et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'obtenir le meilleur des deux mondes. Donc par exemple si on veut utiliser ces données de mobilité, comment est-ce qu'on peut, avant de les publier, réussir à anonymiser les données pour limiter les risques en termes de vie privée. Et donc juste pour vous rappeler que le droit au respect de la vie privée, c'est un droit fondamental de tout individu. Donc tout individu ne devrait pas avoir à justifier pourquoi il ne souhaite pas être tracé fortement dans chacun de ses actions au quotidien. Donc comme le droit à la liberté d'expression ou le droit à la liberté de religion, on a des textes qui nous garantissent ce droit, mais évidemment le risque c'est que quelqu'un commence à collecter vos traces, à déduire un profil et à faire des actions du type usurpation d'identité ou de commencer à, vous verrez que je vais venir aussi à des questions de type discrimination, quand on a des algorithmes qui prennent des décisions automatiques en se basant sur un profil, qui peuvent affecter par exemple le score de taux de crédit ou le fait de payer un certain prix pour votre assurance médicaments, ça peut avoir des effets directement sur votre vie quotidienne ou sur le fait d'avoir accès ou pas à certaines ressources. On a plein d'exemples dans la littérature de cas où des acteurs ont voulu rendre public des données et où il y a eu des questions liées à la vie privée. Donc j'ai pris l'exemple d'un opérateur au Japon qui avait choisi de rendre public les données de mobilité au niveau du système de transport, donc qui s'appelle Suica. Souvent, si on se contente d'enlever les identifiants qui semblent évidents comme le nom et prénom, on se rend compte que dans les données, il reste encore beaucoup d'informations. Donc les algorithmes d'apprentissage, par exemple, vont être très bons pour essayer d'extraire des corrélations de ces données qui peuvent permettre éventuellement de réidentifier les individus. Donc souvent, il faut qu'on fasse beaucoup plus que simplement pseudonymiser les données ou enlever les identifiants qui semblent importants. Et donc, au niveau de la communauté de vie privée, on commence à avoir des compétitions qui essayent d'évaluer de façon empirique les algorithmes d'anonymisation. Donc on est en retard sur la communauté d'apprentissage machine qui a l'habitude, et de sécurité, qui a l'habitude d'avoir des compétitions où des équipes s'affrontent par rapport à une tâche particulière, mais on commence à avoir des compétitions qui essayent de mettre en avant des algorithmes d'anonymisation, des façons de les attaquer, parce que dans le passé, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de méthodes d'anonymisation qui ont été cassées, et donc on essaye d'avoir une vision un peu plus empirique et systémique de ce problème-là. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une compétition qui a lieu actuellement au Japon, qui va se terminer lundi de la semaine prochaine, où vous voyez que le but de cette affiche, c'est d'anonymiser des données transactionnelles. Donc les problématiques de vie privée, on en a toujours eu, mais quel est le changement avec les données massives? Alors j'ai essayé de résumer 5 points qui me semblent importants. Déjà, le fait qu'on ait accès à beaucoup plus de données, ça augmente les inférences qu'on peut faire, et donc ça augmente aussi les risques et la précision de ce qu'on peut déduire sur un individu. Ensuite, souvent en vie privée, il y avait une notion qui était la notion de consentement qui est centrale en vie privée, c'est-à-dire on va vous demander dans le cadre d'un service d'accepter d'utiliser vos données dans le cadre du service ou pour une certaine finalité, vous allez consentir ou non. Mais la notion de consentement, finalement, a tendance à disparaître avec le big data, avec les données massives, puisque le but, finalement, est de collecter une grande masse de données pour extraire des nouvelles connaissances qu'on ne connaît pas a priori. Donc c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qu'on souhaite utiliser ces données dans le cadre de données massives sans être capable de lui dire à l'avance tous les usages qui pourront être faits des données. Et donc, comme je disais, troisième point, les inférences sont plus fines et plus précises. Et ce qui arrive souvent, c'est que si on ne réfléchit pas à l'avance avant de rendre public certains ensembles de données sur quels sont les risques, une fois que les données sont sur Internet, vous savez très bien qu'on n'a pas de droit à l'oubli qui existe, donc vous ne pouvez pas espérer que ces données disparaissent. C'est très facile d'en faire des copies, de les mettre aux quatre coins d'Internet. Donc il faut se poser la question, avant que les données soient dehors, soient sur Internet, comment on doit les modifier pour limiter ces risques. Et une dernière partie sur laquelle je vais revenir, c'est que le fait qu'on puisse faire de nouvelles inférences ne veut pas dire que la société doit forcément accepter de faire toutes les inférences. Donc par exemple, vous commencez à avoir des services qui apparaissent aux États-Unis de police prédictive,
on commence à cibler des personnes qui n'ont pas commis de crime, mais dont on estime que leur profil soulève la probabilité qu'ils fassent un crime important dans le futur. Donc vous avez des villes où ce type de technologies sont utilisées et vous avez des policiers qui vont toquer à la porte de citoyens qui avaient peut-être commis des délits dans le passé, donc qui ont un casier judiciaire, mais qui n'ont pas commis de nouveaux délits dans les dernières années. Et on va les avertir qu'ils sont sous le radar de la police parce que l'algorithme a prédit qu'ils étaient des personnes à risque de commettre un nouveau crime. Donc est-ce qu'on souhaite ce nouveau type d'inférence? C'est une question, je pense, à avoir au niveau de la société. Donc il y a plusieurs thèmes qui sont reliés. Donc pour finir rapidement, les algorithmes d'apprentissage sont très précis, mais ce qu'on souhaite, c'est aller vers des algorithmes qui soient précis, performants, mais qui soient aussi capables de donner des explications sur le pourquoi de leurs décisions. Donc il y a beaucoup de mouvements aussi sur essayer de rendre les modèles plus interprétables sans trop perdre en vie privée. Et donc la transparence, c'est une première étape. Donc le fait que le système connaisse plus que vous sur ce que vous connaissez dans la manière dont le système fonctionne, ça conduit à un manque de confiance. Et donc la transparence est une première étape pour améliorer la confiance. Et puis donc, au niveau de la communauté, il commence à y avoir des efforts qui s'organisent. Donc vous avez un laboratoire qui s'appelle le Data Transparency Lab qui propose à des chercheurs de soumettre des projets pour améliorer la transparence des systèmes. Et je dirais que l'objectif ultime, c'est d'aller vers ce que j'appelle la responsabilité algorithmique. C'est d'être capable, donc ouvrir un code, c'est bien, mais c'est pas suffisant si le code est trop complexe pour être analysé par un humain. Donc ce qu'on souhaiterait éventuellement, c'est d'être capable de vérifier si le classifieur, si un algorithme particulier respecte certaines propriétés éthiques. Donc est-ce qu'il est non discriminant, est-ce qu'il est équitable, est-ce qu'il a des biais envers certains types de caractéristiques. Et donc c'est aussi un lien très fort avec ce qu'on appelle la loyauté. C'est est-ce que le système se comporte comme promis? Est-ce qu'il respecte les valeurs qu'on aimerait mettre dans l'algorithme? Et donc juste pour finir, il y a des travaux depuis quelques années sur comment mesurer la discrimination et comment améliorer l'équité. Et hier, on avait un entretien sur le sujet qui malheureusement est passé. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Gams.